Maintenant, on va terminer, comme toutes les journées de Bordeaux, avec un peu de retard, mais on passe la parole à Thierry Morlaix pour le fil rouge de ces 2 journées. Et tu as quand même de la chance parce qu'en général, c'est le Ouais, fil c'est vrai. rouge de 3 jours, Ouais. hein, et tu as Franchement, gagné une journée de fil rouge. Tu mets ton micro, Thierry. ouais, il est mis. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Non, toujours pas. Ah, 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 ah. Ah, ça y est. Si, ça y est. Oui, voilà. Donc, à Bon, toi, Thierry. écoute, merci Bernard. Bonjour à tous et je suis très heureux de conclure par ce fil rouge ces journées de Bordeaux. La thématique qui était proposée cette année, hein, l'ergonomie par temps de crise, elle a fait l'objet d'un traitement inhabituel pour nous, hein, inhabituel dans le fond et la forme, mais qui s'est révélé au final assez riche d'une réflexion sur nos pratiques actuelles et futures. Alors merci bien sûr à tous les intervenants qui se sont succédés au cours de ces deux journées. Merci pour la sincérité du propos et puis la confiance qu'ils ont faite également au comité scientifique. Et puis merci aux étudiants parce que leur rapport d'étonnement, il était enthousiasmant et prometteur. Alors, faire un fil rouge, c'est toujours un exercice périlleux puisqu'il me faut synthétiser et réagir à des échanges dans une temporalité courte, respectueuse des points de vue qui se sont exprimés et puis me permettant aussi humblement d'apporter à mon tour quelques éléments de réflexion. 3 temps ont donc permis de nous éclairer sur les aspects théoriques, gestionnaires et opérationnels de l'ergonomie par temps de crise, avec le recul d'une année depuis le premier confinement. Je voudrais revenir quand même un petit peu sur l'ouverture de ces journées par Michael Goetz, puisqu'il nous a rapporté la mobilisation forte des institutions qui proposent différentes aides permettant d'accompagner les entreprises dans les transformations qu'elles opèrent face à la pandémie. Et c'est vrai que j'ai eu le regret de constater et de partager cette sous-utilisation de ces dispositifs. Mais indépendamment de ceci, force est de constater que la période actuelle nous oblige à une adaptation, transformation, innovation dans un environnement législatif, économique et social, s'ajustant en permanence aux évolutions de la situation sanitaire et, comme on l'a vu encore hier, aux décisions politiques. Alors, ce contexte de crise, il a été de belle manière évoqué par les intervenants de la table ronde introductive. Car si crise il y a, l'histoire de l'ergonomie en a vécu d'autres, comme nous l'a évoqué Éric Branchier, à travers les accidents majeurs survenus depuis le milieu du XXe siècle, et car c'est précisément en étudiant les crises que l'ergonomie a fait des sauts conceptuels. Alors, on a eu le droit à un historique très précis et talentueux de ces évolutions de concepts. On a parlé de Faverges et de son implication dans l'aide à la compréhension des accidents du travail en montrant le lien entre l'activité de l'homme et l'activité qu'il génère, et puis tous ces accidents industriels qui ont éclairé des changements de concept, passer du technocentré à une conception qui prendrait en compte les facteurs humains et organisationnels, à l'abandon des causalités immédiates pour des approches de causalité cumulative. On a parlé des travaux de Reason, enfin de Vaughan également. Et du coup, c'est intéressant de comprendre que tous ces événements, en fait, nous ont permis d'évoluer dans notre compréhension et dans notre pratique. Et puis, j'avais complètement oublié, et je m'en suis surpris moi-même, qu'on avait déjà vécu une crise sanitaire, c'est celle du sang contaminé, comme quoi notre mémoire fait le tri, et cette révélation, en fait, qu'en voulant réduire un risque, en rendant le produit plus sûr, on a en fait déplacé le risque sanitaire puisqu'on a condamné plusieurs malades atteints d'anémie. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est par l'analyse a posteriori de ces événements dramatiques que l'ergonomie s'est enrichie de concepts éclairants. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il de la crise actuelle liée à la Covid-19 ? Et c'est là où Éric Branchier nous présente qu'à la différence des autres crises, nous en sommes aujourd'hui les acteurs et les gestionnaires, et que ça change tout, et que si l'on veut dépasser le cadre purement sanitaire, il nous faut comprendre que ce virus s'attaque finalement à nos couplages, c'est-à-dire à nos interactions avec l'environnement, nos relations à l'autre, en perturbant leur synchronisation. Et là, l'idée que de nouveaux paradigmes vont émerger autour des couplages, des interrelations, des coévolutions, des codépendances, etc., c'est un champ forcément intéressant et très riche. Donc, cette crise que nous vivons est une nouvelle opportunité pour faire évoluer nos modèles. Alors, il faut savoir que le terme opportunité est revenu incessamment en fait dans ces échanges.
L'intervention de François Hubault, elle nous éclaire sur plusieurs points. Alors, d'abord, il y a eu cette question de la limite, alors qu'on vivait dans un monde de l'illimité, hein, comme il dit, une illimité physique et psychique, de la toute-puissance, hein, qui a été reprise par les étudiants, la limite revient et ça fait crise. Et ce qui apparaît en fait comme nouveau, c'est l'échelle mondiale de cette crise. Et le problème qui se pose à nous est de savoir comment attaquer cette crise, comment l'envisager. Parce que nous vivons aujourd'hui une expérience du réel, un traitement sanitaire qui nous impose de nouvelles limites et touche chacun d'entre nous. Or, cette approche par la santé, telle que nous la vivons ou nous la subissons aujourd'hui, ne s'attaque pas à la totalité du problème actuel et à venir, à savoir comment dans l'activité se joue un facteur de sûreté. Et la métaphore que nous propose François Hubault en comparant la pandémie à une sortie de route le conduit à formaliser une alternative, soit revenir sur la route et ne rien changer au monde, soit ne pas se remettre sur la route, c'est-à-dire dans cette limite, avec l'enjeu d'un nouveau modèle économique et social. Et c'est bien sûr dans la seconde option que François envisage l'avenir, car la crise est pour lui une mise en panne et une renaissance. Il nous faut donc répondre dans un court terme à la réparation et dans un long terme à l'innovation. Et c'est là où apparaît la dualité du rôle de l'ergonome, intervenant, être pompier et être créateur. Et François Hubault, bien sûr, nous propose de passer par le travail pour reprendre en main cette situation de crise et proposer un autre modèle qui intègre d'autres questions sociétales, comme le développement durable, mais il y en a bien d'autres. Avec Bernard Michel, c'est une vision de la crise au niveau européen, national et personnel qui nous est donnée. Et on se rend compte qu'en Europe, c'est la structuration de la discipline qui va favoriser l'émergence de documents pratiques permettant de faire face aux problèmes sanitaires ou qui vont favoriser la recherche sur les facteurs de contamination au travail. Et face à l'annulation de leurs manifestations, toutes les instances des pays européens ont permis l'organisation de webinaires, de forums, de visioconférences, de sites ressources pour aider les professionnels. Et c'est dans cette situation que la SAGE s'est elle-même retrouvée, notamment en digitalisant son congrès, en ouvrant son site web à une libre consultation des actes, à la publication de textes de positionnement sur son site ou dans la presse nationale. Et comme nous le verrons plus tard, là aussi, c'est la sidération qui a fait place à l'adaptation. Avec sa casquette de consultant, Bernard Michel, il identifie en fait plusieurs effets de la crise sur l'activité de sa structure. Une baisse de l'activité, qui est intimement liée à des annulations de projets, à des retards, à des reports, de nouvelles demandes, principalement liées au télétravail, et nous y reviendrons, une perte d'accès au terrain et un accroissement du travail en numérique, une gestion au doigt mouillé, une gestion d'un nouveau risque d'exposition au virus. Au final, des problèmes que l'on a l'habitude de traiter en ergonomie, mais dont la gestion se voit exacerbée par la crise elle-même. Reste que la question de l'accès au terrain a été, et je l'entends encore aujourd'hui, est une préoccupation récurrente chez bon nombre d'ergonomes. Et pour François Hubault, c'est bien la réflexion méthodologique et théorique sur l'accès à l'activité qui devient une question de fond pour notre profession. Et le terrain ne doit pas être considéré comme un lieu, mais plutôt comme une expérience, celle de l'activité. Avec le confinement, le télétravail, inévitablement, s'est invité au débat. Alors que bon nombre d'entreprises y étaient réfractaires et que les ergonomes apportaient une distinction forte entre le monde du travail et le monde hors travail, les cartes se sont rebattues. Et les effets n'en sont pas plus divers et les ressentis aussi. Inquiétude du management, isolement du salarié, suspicion de contrôle, économie sur les charges immobilières, et puis cette porosité, fluidité, continuité entre les deux mondes. Personnellement, je ne souhaite pas que la problématique que nous pose la pandémie se limite, sans jeu de mots, à la question du télétravail et à l'adaptation des espaces personnels. Ce serait trop facile. Tout l'intérêt de l'approche systémique et des concepts issus des nombreux retours d'expérience qui ont été évoqués doivent nous permettre de remettre l'activité au cœur de nos pratiques, d'imaginer de nouvelles façons de nous en saisir, d'avoir cette capacité d'innovation avec ou sans l'aide de nouvelles technologies. Cette pandémie reste sans aucun doute une opportunité d'un autre monde. Et là, je fais un petit clin d'œil au congrès de la Sève de Tours. Et d'ailleurs, à ce congrès, on a fait la démonstration qu'il était possible d'envisager un autre monde. Reste que l'ergonomie, pour moi, doit faire sa place à un niveau plus politique, non pas uniquement sur son rôle de pompier, mais comme force de proposition d'un nouveau modèle socio-économique. L'après-midi d'hier, ce deuxième temps d'échange a porté sur la gestion des équipes d'ergonomes en situation de crise. Les 3 points de vue ont pu s'exprimer tant sur la façon de gérer la crise que de s'adapter, que de maîtriser des effets
permanent qu'elle a pu créer. Et que l'on soit ergonome en service de santé au travail, ergonome en entreprise ou ergonome consultant, le point commun initial est la sidération consécutive à l'annonce du confinement. Pour Stéphane Lorette, qui travaille chez Safran, une entreprise mondiale avec une quinzaine d'ergonomes, 250 correspondants d'ergonomie et 2000 acteurs PRA, il a fallu gérer la diversité des situations, puisque certaines usines continuaient de produire. Il a fallu gérer la disponibilité des ressources, certaines étant en télétravail, d'autres en chômage partiel, et intégrer les informations qui permettaient de prendre les bonnes mesures pour poursuivre l'activité. Si l'arrêt était propice à la lecture, la réflexion et la prise de recul, l'inquiétude demeurait dans le maintien du lien de l'échange et de la synchronisation des actions. Mais la réalité de la situation les a conduits dans un premier temps à un rôle de relais et de coordination sur la question sanitaire, en assurant la diffusion et la mise en place des protocoles sanitaires sur les sites de travail. Ce qui a d'ailleurs eu un effet secondaire que j'ai trouvé intéressant, le tissage de liens, c'est une proximité avec d'autres acteurs inhabituels. Aujourd'hui encore, pour Safran, les aléas de la production conditionnent les missions ergonomie et la disponibilité des uns et des autres aussi conditionne cette possibilité de mission. En d'autres termes, chez Safran, la temporalité de l'action est à mettre en lien en fait avec ces aléas. En service de santé au travail, pour Nathalie Honoble, médecin coordonnateur et médecin du travail, et pour Nadia Filadi, qui est ergonome, passé l'effet de sidération, il a fallu travailler sur les deux versants qui étaient la protection des salariés du service de santé au travail et la réponse aux demandes des adhérents. Il faut entendre l'angoisse collective qui est naissée du flou qu'il y avait par rapport aux informations transmises par les autorités sanitaires. Et finalement, face à cette angoisse, le sentiment de se réorganiser en urgence pour traiter les priorités et pour rassurer les employeurs. Alors, c'est vrai que le repli sur soi et le traitement individuel de sa propre charge de travail, voire de rattraper son retard, a été un premier réflexe, mais la réaction a fut tout autre, puisqu'elle a amené en fait l'ensemble des métiers, de l'ensemble des métiers de la pluridisciplinarité, vers la création et la production de supports pour les salariés des activités de la première ligne. Donc, priorité donc à ceux qui continuent de travailler, qu'il fallait accompagner, diffusion d'informations pour les autres. Et je trouve que c'est intéressant dans le témoignage que dans cette réactivité en fait du service, il y a eu l'évocation de l'aller vers, c'est-à-dire le SST vis-à-vis de ses adhérents a fait des opérations de phoning et ça a certainement permis de mieux comprendre finalement le besoin des adhérents, mais aussi de promouvoir en fait ce qu'était en fait le service de santé au travail et son offre plus globalement. L'effet d'accélération du Covid s'est aussi manifesté dans le recrutement de psychologues et d'un ergonome. C'est aussi un effet, je trouve, intéressant de la crise dans l'accélération des processus. Et finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que le service de santé au travail a subi dans cette période une temporalité de l'action qui est plus à mettre en lien avec le rythme des directives qu'il se devait de répercuter auprès de ses adhérents. Enfin, pour Alexandre Moret, en charge, entre autres, de l'animation des équipes de consultants, 110 au total chez Human Design Group, le confinement des salariés n'a pas posé de problème technique du fait de la portabilité existante déjà de leurs outils. Dans un premier temps, donc, chacun a pu continuer de travailler et notamment de se pencher sur des travaux de réaction. Mais là aussi, rapidement, en fait, comme l'activité était conditionnée à l'activité de leurs clients, la poursuite de l'activité s'est vue en fait bouleversée par le fait que pour certains secteurs, comme l'automobile et l'aéronautique, l'activité chutait, alors que pour d'autres secteurs comme la défense et le nucléaire, il y avait une forte montée en charge. Et ce déséquilibre, en fait, a produit une scission entre ceux qui étaient en surcharge et ceux en chômage partiel salvateur d'ailleurs pour éviter la débauche et conserver les compétences. Et en réaction à cette situation, Human Design Group a réfléchi à la sortie de crise et à la nécessité d'élargir les périmètres d'intervention des ergonomes qui jusqu'à présent étaient plus ou moins spécialisés. Et sur la base du volontariat, des formations ont ainsi été proposées et suivies. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme pour le service de santé au travail, on a eu une action de phoning, des phonings sortants, donc qui ont permis d'évaluer le marché de la reprise auprès des clients de HDG, mais au-delà de tous ces aspects métiers, il faut entendre aussi le souci
de la gestion en fait, des conséquences sur le mental des équipes qui a été traitée notamment par l'instauration de rituels propices à l'échange sur les thématiques, dont certaines d'ailleurs étaient complètement nouvelles. Ce qu'il y a de commun dans ces trois vécus, c'est la capacité des structures à s'adapter à la demande, interne ou externe, en réorganisant les priorités du temps présent et à envisager une nouvelle configuration de l'offre pour le temps à venir. C'est aussi une attention permanente à l'autre, la recherche de dispositifs permettant le lien et l'échange. Mais pour deux d'entre eux, pour Safran et le service de santé au travail, c'est la redynamisation de la pluridisciplinarité qui s'est opérée, résultant d'une forme de solidarité nourrie par des relations plus intenses entre les métiers. Alors, on ne peut ignorer dans ces discours l'existence des rituels comme autant d'espaces d'échange nouveaux compensant la mise à distance ou la perte du lien. Sans oublier ce recours extérieur à toutes les formes d'aide développées par la profession, qu'il s'agisse d'ergonomes solidaires, on en a parlé, mais aussi des initiatives d'associations comme ADECAP ou du syndicat SINOP. Après tous ces mois de crise, la reprise de l'activité pour ces trois intervenants s'est nécessairement confrontée donc à la question du télétravail sous des formes différentes. Pour HDG, ce télétravail a été aussi critiqué, objet de plainte, sur la question de la non-déconnexion, sur l'amplitude des journées de travail, sur les charges supplémentaires par rapport à une activité en présentiel. Ce télétravail en SST, qui était plus un questionnement d'employeurs portant à la fois sur les activités télétravaillables et le retour des personnes à leur poste de travail. Et puis chez Safran, une question peut-être plus générale sur la digitalisation comme un facteur capacitant du télétravail, qui s'est trouvé finalement source d'études et de réflexion. Mais avec le télétravail, avec ces trois témoignages, c'est aussi la question du management qui s'est posée, et notamment celle du management à distance, source d'inquiétude. Une situation nouvelle aussi, bouleversant les repères. Et pour certains managers, le soupçon, malheureusement, l'a emporté sur la confiance. Or, la question du management, qui est déjà un objet d'étude pour l'ergonomie, s'est complexifiée par l'augmentation des effectifs travaillant à distance et de façon imposée, et par la seule visibilité de l'activité par l'intermédiaire des écrans. Et cette nouvelle donne confirme la nécessité d'un management par la confiance, avec comme objectif la montée en compétences et l'autonomie des personnes managées. L'autre effet de la crise se situe sans doute dans l'explosion des usages du numérique et du digital. On perçoit chez nos interlocuteurs que la réflexion est vive, même si elle n'a pas été clairement exprimée. Ce qu'on peut dire, c'est que sans oublier les fondamentaux et l'activité basique de leur métier, il apparaît qu'il ne faudrait pas rater l'opportunité de traiter cette question dans l'activité future, à la fois la leur et celle de leurs clients ou de leurs adhérents. Au final, tout le monde s'accorde sur le fait que la crise aura eu des effets bénéfiques, ne serait-ce que par la création de nouveaux espaces d'échange, ce fameux rituel, l'empathie et l'attention portée à l'autre, la réflexion sur l'autre et la façon de l'enrichir, et puis aussi la veille et l'anticipation vis-à-vis de nouvelles opportunités, une plus grande visibilité aussi de leur métier. Dans une sorte de continuité, en fait, ces récits d'intervention qu'on a entendus en début de matinée ont abordé plusieurs thématiques et points de réflexion qui se recoupent d'ailleurs avec les sujets évoqués de la veille. Alors, la crise, c'est une opportunité. L'arrêt imposé, passer la sidération, ça génère comme un sentiment de survie qui se traduit dans un premier temps par une résistance, maintenir le prescrit, puis une adaptation, intégrer le prescrit des mesures sanitaires, et enfin, une réflexion sur les conditions du maintien de l'activité. La crise, elle a des effets sur la pratique, à savoir recréer des espaces pour accéder à l'activité lorsqu'on n'a pas accès au terrain. Problématique ancienne de l'ergonomie, on l'a déjà dit, c'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de surprise. Et comment, en fait, cette pratique a été bouleversée? On s'aperçoit qu'il y a eu une multiplication des temps d'échange, ces fameux webinaires, une situation de communication en fait en vidéo, des démarches qui favorisent le dialogue inter-entreprise. Et là, c'est intéressant de voir qu'à la fois Solutions Productives et puis Thierry Prader, à travers le dispositif OR, ils ont favorisé un échange qui est plutôt rare entre les entreprises sur des problématiques communes et surtout cette capitalisation de l'expérience.
Autre changement dans la pratique, c'est le recours au témoignage, au récit pour retrouver le fil des situations réelles de travail. Et puis cette intensification de recours à la visioconférence. Mais ça, je reviendrai sur ce point un tout petit peu plus tard. La crise, elle a des effets sur la recherche de sens, mais aussi sur le retour à la réalité économique. Parce que l'arrêt, l'impossibilité de faire, offre un temps qui n'aurait pas pu être pris pour se parler, pour analyser l'existant, intégrer le retour d'expérience et envisager la transformation. Et l'arrêt, finalement, peut créer des conditions favorables au dialogue social, à un périmètre qui s'élargit du fait de l'intérêt à nouveau porté sur la réalité de l'activité. L'arrêt invite la gestion et l'économique dans le débat, puisqu'on va parler de survie de l'entreprise, malgré tous les dispositifs d'aide, et cette fameuse question du non essentiel, sur laquelle je ne reviendrai pas. Et puis l'arrêt, c'est également propice à la réflexion sur la responsabilité sociétale des entreprises, à de nouvelles orientations pour l'activité future. Mais la crise, finalement, elle peut être considérée aussi comme une nouvelle donne de la situation de travail. Augmentation des variabilités, ajoutant des perturbations aux perturbations existantes et offrant, comme dans tout projet, une part à la créativité et à l'opportunité de la situation pour remettre la question d'activité réelle en débat. C'est ce que nous a démontré Stéphanie Watrolo, en profitant de la disponibilité physique et d'esprit des décideurs. Donc, ces récits nous ont permis d'évoquer la question du management également, et notamment la gestion du manager et de ses relations aux équipes. Et il semblerait que la pandémie a rappelé alors le manager sur son rôle en proximité du terrain, dans des conditions matérielles et technologiques qu'il ne maîtrise pas forcément, ou dans un style qui n'est pas adapté forcément à la situation. On a parlé tout à l'heure du management par le contrôle versus par la confiance. Et l'attention que nous portons au manager, de mon point de vue, ne doit pas se limiter à la question du travail à distance, mais aussi à la problématique d'absorption d'une charge de travail avec une ressource humaine altérée dont la disponibilité est également variable du fait de cette pandémie. Sur l'utilisation de la visioconférence, au-delà des aspects positifs qui ont été évoqués, la diminution des charges de déplacement, la disponibilité des acteurs, de mon point de vue, plusieurs problèmes se posent. Pour le participant, la maîtrise de cette technologie, la qualité du réseau, la gestion de l'image de soi, la difficulté de prise de parole, les perturbations involontaires de l'environnement ne sont pas très favorables à ce milieu. Et pour l'ergonome, les effets sur la pratique ne sont pas mineurs, parce que sa qualité d'animateur, elle est surinvestie puisqu'il doit aussi gérer les règles de politesse à distance, allumer sa caméra, éteindre son micro. La prise de notes peut s'avérer un exercice de jonglerie, d'autant plus si elle est informatisée. Les temps d'échange sont réduits du fait de la fatigabilité générée par le dispositif. Il est parfois aussi difficile de partager des documents, on l'a vu aujourd'hui, pour des questions de taille, de lisibilité. L'enregistrement n'est pas forcément la meilleure solution, et là je vous renvoie aux précautions qu'on peut donner sur les prises de vue en vidéo d'activité. Et enfin, se pose la question d'être à deux ou pas pour travailler en visioconférence, compte tenu de la charge mentale que cela nous impose. Enfin, ce qu'il faut remarquer, c'est que les récits partagés par les intervenants nous montrent l'art de l'ergonome dans sa capacité de gérer le présent pour mieux le dépasser et envisager la conception de l'avenir. En conclusion, bien qu'en grand déploiement ces dernières années, la culture d'une activité individuelle et collective à distance n'était pas systématiquement présente dans les entreprises avant cette crise sanitaire. Elle s'y est invitée de force du fait du confinement et semble vouloir se maintenir après le déconfinement. Au-delà des questions légitimes d'équipement et de postes de travail qui se posent, ce qui fait problème est bien le travail à distance dans un environnement familial confiné ou interlieu. Et au-delà d'un retour accru du dialogue social au service de la cohésion des entreprises, les dirigeants vont avoir besoin d'interlocuteurs que nous sommes, les ergonomes, avec qui construire et organiser demain. Et je pense qu'il faut être vigilant aux pièges hygiénistes qui nous renverraient sur une pratique limitée de notre art. Et il revient aux ergonomes de tenir la complexité de l'activité, de permettre une lecture partagée des enjeux sans opposer les parties prenantes. Quant au monde d'après, et c'est une question que beaucoup se sont posées tout au long de ces 2 journées, au-delà des adaptations réactives que nous avons partagées ensemble lors de ces journées, il est bien difficile d'y répondre.
Et quelles que soient les nouvelles demandes des entreprises, l'objectif de l'ergonome n'a jamais été d'adapter le travail, mais plutôt de contribuer à le changer, le réinventer et le faire dans une perspective à la hauteur des enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci de votre écoute. Je partage l'écran. Merci Thierry. Ce brillant exercice. De l'écoute. Voilà, là. C'est là. Alors, attends. Oui, c'est toi qui coupe ton son, Bernard, de ton ordi. Oui, mais ils en font un. Il nous en faut un. Est-ce que c'est bon là? Vous nous entendez? Oui, oui, c'est bon. Ok. Merci beaucoup Thierry pour ce fil rouge super synthétisé. On était tous un peu scotchés à t'écouter. C'était très très bien fait. Et c'était pas, à mon avis, ce n'était pas évident dans le délai que tu as eu. On a un jour de plus d'habitude. Et puis on s'y prépare un peu plus longtemps à l'avance. Bon, c'est le moment un peu traditionnel venu de faire quelques remerciements avant de vous quitter. On ne va pas prendre longtemps puisqu'on a débordé un tout petit peu. Donc, on voulait remercier d'abord vous tous, là, connectés, parce que finalement, bon, on n'a pas bien vu, nous, l'affluence, parce qu'on jonglait sur le Zoom et sur le YouTube. On a vu apparaître quelques chiffres, mais c'est difficile de savoir combien de personnes se sont réellement connectées. D'habitude, on gère ça plus facilement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci aux communicants d'avoir joué le jeu en si peu de temps. Hein, comme je pense que vous vous doutez les uns et les autres, on a réagi dans un temps beaucoup plus court que d'habitude parce qu'on a souhaité quand même maintenir une possibilité de le faire à distance jusqu'à janvier à peu près, en présentiel, pardon. Et finalement, courant janvier, nos universités Bordeaux INP et puis l'Université de Bordeaux nous ont dit que ce n'était pas possible. Donc, on a envisagé la solution tout à distance en très peu de temps. Donc, les communicants comme nous, voilà, se sont pliés aux contraintes temporelles et finalement, bon, vous nous direz ce que vous en pensez avec vos retours, mais on est plutôt à chaud, plutôt content de comment ça s'est passé. Merci aux étudiants des 3 masters. Donc, on avait, depuis un moment, on réfléchit à vous laisser un peu plus de place. Et finalement, on a l'impression que cette façon de faire a été plutôt en tout cas dans l'esprit qu'on le souhaitait, c'est-à-dire que ça vous laisse une place à vous, où vous avez quelque chose à jouer. Donc, merci aux étudiants de master de Clermont, Paris et Bordeaux. Un merci particulier au comité scientifique qui s'est mobilisé aussi voilà, beaucoup plus rapidement. On a eu des réunions très régulièrement entre janvier et puis jusqu'en février à peu près, février-mars. Donc, merci à tous. Merci au staff là, que vous voyez normalement. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur YouTube. Non. Bon, et alors, il y a, en plus de Bernard, Karine et moi, que vous avez vus en tant qu'animateurs, Claire Violot était avec nous. Claire Violot est doctorante dans l'équipe. Et voilà, elle nous a aidé à gérer toute la partie technique, notamment toute la partie remontée du chat. Et merci à Yann Polaï, que vous connaissez peut-être un peu plus, puisqu'il organise les Journées de Bordeaux depuis maintenant quelques années. Et puis, il y avait une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, qui est Sophie Warnet, qui est notre chargée de communication à l'école, qui nous a permis d'arriver à faire quelque chose de correct au niveau de la technique, parce qu'on a appris encore beaucoup de choses au niveau de la visio. Et puis, on voulait remercier nos 2 gros partenaires là, de cette année, qui est l'école, notre école, le NSCBP, qui nous a pas mal aidé pour maintenir ces journées-là en distanciel et qui a essayé de tout faire pour qu'on arrive à le faire en présentiel jusqu'au dernier moment. Voilà, merci à notre direction. Encore un merci à l'ARACT pour son soutien, qui depuis 27 ans et qui est toujours
toujours présent et qui va nous aider énormément, je pense, encore cette année. Et puis, merci au personnel de l'ADERA qui, dans l'ombre, voilà, vous les avez en contact en général pour les inscriptions, mais qu'on travaillait encore cette année pour, voilà, pour faire que ça tienne une fois de plus. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter un petit mot. Bernard, Karine? Ouais, ok. Bah, écoutez, merci. Et puis, à l'année prochaine et on le souhaite le plus possible en présentiel. À bientôt et merci. Alors, juste avant de vous quitter, j'ai oublié un truc. On essaie au mieux, je l'ai mis par écrit, mais on essaie au mieux de laisser des traces de ces 2 jours. Donc, probablement, on attend les retours de tous les communicants, probablement les vidéos seront en ligne ou des écrits. Voilà, des supports de présentation, des récits écrits qu'on va retranscrire. On ne sait pas exactement quoi, mais il y aura probablement un mixte de ces 3 types de supports, c'est-à-dire une retranscription, les supports qu'ont utilisés les communicants et les vidéos. Voilà, donc on vous tient au courant, mais très probablement, rapidement, il y aura des infos sur le site des JDB sur ça. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. On ne voit pas. Non. Ça sert à rien. Pourquoi il